OK, ben on reprend. Donc, rebonjour à tous et à toutes. On débute une nouvelle section pour la prochaine heure. On a 6 autres présentateurs ça porte sur les documents et la recherche. Donc, la première présentation par Nejla Draoui à l'Université de Laval va porter sur l'affichage de la disponibilité des documents dans l'environnement numérique d'apprentissage. À toi, Nejla. Ah, rebonjour. Là, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Ça va être rapide là pour l'utilisation de l'API de disponibilité. Pour illustrer l'utilisation justement de cette API, je prends le cas de l'environnement numérique d'apprentissage. C'est un espace numérique que les enseignants utilisent pour alimenter leur site de cours. Et puis, en alimentant leur site de cours pour les étudiants, ils ajoutent des liens vers les ressources bibliographiques. Donc, ces liens-là vers les ressources bibliographiques, ils voudraient les renseigner sur leur disponibilité. Donc, pour cela, on utilise aussi l'API d'OCLC qui est Availability. Je vous montre, si vous voulez, rapidement là un aperçu de du site de cours d'un enseignant. Donc, ce que vous voyez devant vous là, c'est sur la partie de gauche, c'est les différentes sections du site. Puis, dans la section matériel didactique qui est là, juste à gauche, il y a une liste de ressources physiques, donc soit livres, soit CD, etc. Et puis, à la bibliothèque, il y a toujours affiché la disponibilité. Et puis, pour chaque affichage de disponibilité, c'est un appel à l'API qui permet d'afficher si une ressource est disponible ou pas. Alors, l'état d'une ressource est soit disponible, soit emprunté, soit réservé. Pour WMS Availability API, donc, elle renseigne sur plus que ça, là, elle renseigne sur la disponibilité des documents pour les emprunts. Elle renseigne aussi sur l'emplacement, sur le nombre de copies et autant d'informations qui existent dans les notices de fonds locaux. Si je regarde, par exemple, peut-être ici, non, pas ici, excusez-moi, je cherche le lien vers la notice, oui, voilà. C'est une notice bibliographique et puis les informations sur la disponibilité sont tout au fond là dans les notices. Oui. Excuse-moi, on ne voit plus ton Ah, écran. merci de me le dire. Oui, j'ai comme départagé l'écran. Est-ce que là, c'est correct? Oui. Super. OK. Donc, je reprends. Là, j'ai dit que je suis dans WMS, dans le système WMS, et j'accède à un livre papier, un print book. Et puis là, je montre qu'il y a toute l'information sur ce livre-là concernant l'emplacement, le nombre de copies, etc. Et que c'est l'API Availability qui ira chercher cette information-là pour l'afficher à l'utilisateur. Un exemple d'appel à cette API, je vous le montre encore une fois dans Postman, dans l'outil Postman. Donc là, c'est l'API get obtenir la disponibilité. Je peux lancer cette API. Vous voyez que le temps d'exécution est vraiment rapide. Et puis là, j'ai l'information qui est simplifiée. Là, on a adapté vraiment le retour de l'API à nos besoins. Là. Ce qui nous intéresse dans ENA, ce n'est pas vraiment les emplacements physiques réels, les étagères ou autres, mais vraiment, est-ce que c'est disponible, est-ce que c'est réservé ou est-ce que c'est emprunté. Voilà. Donc, ça, c'est le lien vers la documentation de l'API sur le site d'OCLC. Je peux vous montrer rapidement un exemple de valeur de retour de cette API-là. Donc, vous voyez qu'il y a autant d'informations qu'il en faut avec le nombre de copies, etc. Et puis que nous, dans notre service web qu'on a développé à la bibliothèque, on essaie de récupérer juste l'état de la disponibilité pour l'afficher dans ENA. Voilà, donc là, je reprends exactement ce que je vous montrais dans Postman. Et voilà, concernant l'utilisation de cette API-là. Si vous avez des questions, sinon je cède la place suivante. Moi, j'ai une question pour Oui, toi. Votre environnement numérique d'apprentissage, oui. est-ce que c'est un produit en particulier? Non, c'est vraiment local développé par la bibliothèque. C'est pas un Moodle ou autre. Là, c'est vraiment. Ah, OK.
un outil à nous, là. Je me pose la question parce que je pense que la plupart dans les autres bibliothèques ou les autres universités, on utilise souvent Moodle Oui. comme outil. Est-ce que là, je n'ai aucune idée. Est-ce que ça. Je trouve ça très intéressant, là, cet affichage-là de disponibilité de la bibliothèque. Est-ce que le document est disponible ou non? Ça serait intéressant de l'avoir aussi. Est-ce que ça serait transposable dans Moodle? C'est ça ma question. Il y aura certainement des ajustements à faire, puisque c'est Mhm. vrai que nos services ont été écrits en fonction de ENA, de notre environnement, de l'attente des services de ENA, ce qu'ils attendent comme entrée. Mais n'empêche que le principe va rester le même. Là, on est là si vous avez besoin d'aide ou de soutien sur ça. Ça nous ferait plaisir de partager avec vous. Merci. D'autres questions, commentaires là-dessus? OK. C'est bon. Ben merci, Nejla. Merci à vous. On va se revoir plus tard. Oui. Je cède maintenant, tu peux départager. Oui. OK, merci. Je cède maintenant la parole à Larry Deck, qui est à Concordia, Bibliothèque Université Concordia. Maintenant, il va nous parler de la disponibilité des ordinateurs portables et des tablettes pour les employés des comptoirs de prêt. Merci, Tristan. Oui, c'est à peu près la même affaire qu'on vient juste de voir, parce qu'il s'agit de l'API Availability, la disponibilité API. Et c'est pour les équipements. On a décidé, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on va créer des exemplaires des notices fonds locaux pour chaque bibliothèque, chaque ordinateur portable, chaque tablette. Et donc, on a 300 notices de fonds locaux pour nos laptops. Et chacun a 2 morceaux, donc le portable lui-même, puis son source de pouvoir. Et oui, l'idée, c'était de faire le même genre de sommaire de disponibilité pour afficher dans le site web ou comme c'est pas vraiment, c'est peu utilisé maintenant, les portables, je dirais, donc c'est moins nécessaire d'afficher la disponibilité dans le site web de la bibliothèque, mais les commis au comptoir de prêt ont un intérêt de voir ces données. Et donc, pour montrer rapidement qu'est-ce que ça donne l'API Availability, lorsqu'on cherche pour l'OCN de nos portables. Bon, je suis bloqué. Non. Ah, désolé. La réponse que ça donne est énorme. Je ne sais pas si c'est visible, mais c'est plus que 3 MB. Et pour cette raison-là, on veut pas toutes ces données-là. On veut un affichage simplifié. Donc, cette fois-là, j'ai fait une application encore en Python qui va appliquer des style sheets en XSLT pour transformer cette énorme réponse en XML dans des formats simplifiés. Et comme ça, je suis capable d'afficher sur mon serveur libwms un sommaire d'abord
de la disponibilité pour les laptops et pour les tablettes à chaque succursale. Et par la suite, on peut voir les détails comme pour nos 300 laptops, dont la plupart sont à la bibliothèque Webster, l'état de disponibilité de chaque. Et avec un lien connecté dans WMS, si jamais on veut voir c'est qui a prêté le document ou la date l'heure de retour ou choses comme ça. Ouais, voilà. Alors, c'est ça l'idée. C'est un script qui écrit des pages web statiques. Ça roule à chaque 15 minutes maintenant. Si jamais on veut quelque chose de plus real-time, on peut le faire plus souvent. Ouais. Donc, en gros, c'est ça. Merci, Larry. Plaisir. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires sur ce qui a été présenté? Non? OK, c'est bon. Mais merci, Larry. Moi, je voulais juste dire que je oui. trouvais ça très intéressant. Ça donne, ça remotive. Merci, Aline. Je pourrais le partager. Le souci, c'est que la façon dont on a catalogué nos équipements, c'est peut-être pas identique à d'autres mondes. C'est vraiment, il faut le même structure de notice pour que ça marche comme écrit. Mais On peut comparer, là. On pourra comparer, mais on a catalogué nous aussi nos notices comme des notices d'objets. Puis on va après, il faut voir les variations, c'est sûr. C'est ça. Ouais. Je vais le partager à la demande. OK. C'est bon. Donc, on va passer à la troisième présentation. C'est Christian Rémillard de l'Université de Montréal qui va nous présenter la disponibilité des ordinateurs portables et des tablettes sur le site Web. Christian? OK. Oui. J'avais oublié de partir mes affaires. Alors, vous m'entendez? Vous voyez, je pense. Hein? Oui. OK. Je pense qu'on va avoir une impression de redite par... C'est pas grave, ça. Je trouve ça super intéressant d'avoir... il y a tout le temps des variations d'une... Oui. Ben, je vais essayer d'apporter des angles différents, des trucs... enfin, il y en a un ou deux peut-être que j'ai en tête. Mais c'est la même problématique au départ. Nos portables et nos tablettes, ça c'est la grande différence. On a des tablettes numériques aussi en presse, sont cataloguées dans WMS et c'est de l'API WMS Availability API qu'on va chercher les données. Toujours chez nous, c'est avec un serveur Node qu'on fait le travail comme middleware. Si on va voir un petit peu le code de notre application, c'est du JavaScript, donc vous ne serez pas surpris si vous connaissez un peu Node de voir qu'on utilise le serveur Express. Est-ce que tu nous partages quelque chose actuellement? Oui. OK, moi, je ne vois rien. OK, je suis en bureau à distance. Attendez, je vais réessayer.
J'ai un problème de partage. Le bureau en distance ne veut pas embarquer dans le partage en arrière. Bon, je vais passer cette partie-là. OK. Et puis aller directement à l'application sur le site Web. Par contre, je peux vous montrer les données, à quoi ça ressemble lorsqu'on interroge notre API disponibilité. On avait la même problématique, c'est-à-dire que l'API de WordShare est extrêmement verbeux pour ce qui est de la disponibilité des exemplaires. C'est des très gros documents et tout ça, c'est très long à charger. Bon, c'est du XML aussi, c'est plus long à parser que du JavaScript. D'un côté, on a choisi du JSON comme format d'échange de données. Et comme nos autres collègues, vous voyez qu'on a réduit le grand fichier XML à quelques lignes seulement, histoire d'optimiser les performances. Ici, on interroge les Excuse-moi, encore Christian, est-ce que voyez tu me toujours pas? partages quelque chose ou Ouais. Ah, OK. Moi, je vois rien. Écoute, je vais quitter la réunion et redémarrer mon Zoom. On va passer au prochain présentateur parce que OK, on peut faire ça. je pense que je suis coincé là, en mode présentation. Ça arrive. OK, OK. c'est bon, il n'y a OK, pas de tout à l'heure. problème. À plus. Merci, Christian. OK. On se réajuste, puis je vais laisser la parole finalement à notre prochaine présentatrice, qui est Nejla Draoui à l'Université Laval. Je pense, es-tu prête? Oui? OK. Elle va nous parler de recherche de ressources bibliographiques dans WordCat et l'index central. C'est bon, on voit à l'écran, mais on ne t'entend pas. Là, vous m'écoutez? Vous Oui. m'entendez? OK, parfait. Ma troisième et dernière partie là, concerne justement la recherche de ressources bibliographiques. Puis je vais reprendre le cas de l'environnement numérique d'apprentissage de l'Université Laval pour montrer comment on fait appel à l'API de recherche d'OCLC pour alimenter les sites de cours. Alors, ce que nous permet Discovery API et puis ce qui nous a paru utile pour notre cas, c'est la possibilité de rechercher et dans WordCat et dans l'index central. Alors, ça nous permet de récupérer les ressources détenues par notre institution et puis les ressources détenues par les autres collections collectives, par la collection collective, et puis les ressources électroniques comme les liens vers les articles et les livres électroniques. Bien sûr, on peut limiter la recherche à ce qu'on veut. Si, par exemple, je voudrais récupérer juste les ressources de mon institution, je peux utiliser des termes du genre held by ou autres là, pour limiter le résultat des recherches. Ce que nous a permis de faire Discovery API en plus, c'est la recherche multicritère, l'utilisation des facettes pour filtrer les résultats de recherche. Là, c'est le lien vers l'API Discovery pour ceux qui seraient intéressés de voir. Là, vous voyez qu'il y a énormément de méthodes à utiliser. Alors, pour le cas de ENA, donc ce qu'on avait besoin d'avoir en premier lieu, c'est la recherche de livres imprimés avec autocomplétion des champs de recherche selon le ISBN. L'ISBN, c'est l'identifiant pour les livres. Et puis, on voudrait aussi rechercher et afficher les différentes éditions du livre. Je peux passer directement à ENA pour vous montrer comment cette recherche est appelée, cette API est appelée. Donc, je peux par exemple là faire modifier le contenu, puis ajouter un élément qui peut être un livre ou un article électronique. J'étais sur ISBN, excusez-moi, ou okay. Je vais changer de section, parce que je voulais vous montrer avant.
matériel didactique, voilà. Ajouter un élément, un livre. Et puis là, je vais chercher par ISBN. Je vous parlais de lancer une recherche avec auto-complétion des champs. Donc ça, c'est à travers un appel à l'API. Donc si je fais auto-compléter le formulaire, c'est rapide. Là, j'obtiens le titre du livre, puis les auteurs. Je peux passer aux étapes suivantes qui ne sont pas concernées par l'API. Ça concerne surtout pour afficher la disponibilité à la CodeZone. Donc je vais faire OK. Puis là, je vais trouver que mon livre là, que je venais d'ajouter, là, vous le voyez en double parce que tout à l'heure, en faisant mon test, je l'ai créé. Donc, vous voyez mon livre qui est là et qui est disponible. Si je clique sur disponible, je peux voir la notice également dans WorldCat. Donc, ça a été permis grâce à un appel de Discovery API. Autre type d'appel à l'API Discovery, c'est la recherche de ressources électroniques, c'est-à-dire soit un livre électronique, soit un article. Et puis selon tous ces champs-là, donc c'est une recherche vraiment titre, auteur, ISSN, ISBN ou par DOI qui est l'identifiant des articles électroniques. Je peux revenir rapidement à ENA. Puis je peux aller ici, là, et puis modifier le contenu. Ajouter un élément, et là, ce serait le livre ou l'article électronique. Je vais faire une recherche d'un livre électronique par titre. Alors, ça peut être le titre en intégralité ou une partie du titre. Là, c'est vraiment, on ne cherche pas la chaîne complète, mais on cherche l'inclusion de cette chaîne dans les différents résultats de recherche. Puis c'est rapide, là, mon livre a été retrouvé. Je peux voir la notice. Je peux accéder aussi à la version électronique du livre. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la possibilité de l'ajouter. Je le trouve enfin ici, puis voilà. Donc, tout ça, ça a été permis grâce à l'API Discovery. Bien entendu, comme je l'expliquais tout à l'heure, on développe nos propres services web et puis on a en plus de l'API 2 couches de services web développées, l'une en .NET et puis l'autre en Java. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, là, on peut toujours tester les API via Postman. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu le plein d'exemples à travers Postman. Je reprends exactement la même recherche par titre de livre électronique de tout à l'heure. Vous voyez là, j'ai ajouté dans le champ titre la valeur. Et puis là, je lance ma recherche et j'obtiens les informations en plus du lien électronique puisqu'il s'agit d'un livre électronique. Alors, quelques problèmes rencontrés avec Discovery API, là on en découvre à chaque fois, c'est normal, avec chaque outil, on peut trouver des choses qui nous conviennent, des choses qui nous conviennent un peu moins. Par contre, là, il y a une différence, quelques différences entre les résultats de recherche dans WorldCat, c'est-à-dire dans l'UI, dans l'application de recherche, et puis le retour de l'API. Et ça, OCLC l'avoue, puis ils disent qu'ils travaillent pour résoudre cette problématique-là. Ça nous dérange parce que parfois un professeur fait une recherche d'un livre dans Sophia, c'est notre portail, c'est notre outil de recherche de l'Université Laval, et puis il trouve un livre, et puis en voulant l'ajouter dans son site de cours, la recherche se fait à travers l'API, et puis il ne le retrouve plus ou il trouve autre chose, donc, ou un nombre différent de résultats. Donc, c'est très rare comme situation, mais ça arrive. Nous, quand on a commencé nos développements, on a commencé avec la version bêta de l'API Discovery. Dernièrement, il y a eu le passage vers une nouvelle version. On pensait qu'on allait résoudre cette problématique, mais ce n'est pas encore le cas. Et puis, on a toujours là, et ça, on en a parlé, je pense, avec d'autres universités, les cas des interruptions de cette API-là à cause de différentes mises à jour du côté du fournisseur, du côté d'OCLC. Voilà, ça fait le tour de ce que je voulais partager avec vous concernant la recherche avec l'API WorldCat Discovery. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires?
tout est clair. J'espère. OK, ben Et merci. non, Oui. je voudrais ajouter, c'était encore très intéressant, mais Merci. ça donne des perspectives mais le fait que ça repose aussi sur Discovery, ça me fait un peu plus peur que peut-être les autres, là. Mais peut-être que dans quelques mois, ce sera différent. Mais n'empêche que les solutions développées sont assez efficaces. Là, pour le moment, on parle des quelques problèmes qu'on rencontre, mais grosso modo, l'efficacité est plus ou moins là. Donc, on reste optimiste. D'autres interventions? OK, merci, Nejla. Merci. Je vais maintenant laisser la parole à Francisco Perisbeita. Désolé si j'ai mal prononcé, et de l'Université Concordia. Il va nous présenter Suggest Purchase Form. À toi, Francisco. Yes. Oui, bonjour. Merci, merci tout le monde. Je vais présenter un... Je vais partager mon écran. C'est... On voit, c'est bon. Ouais. Je vais le... OK. OK. Est-ce que tout le monde... OK. Ça, c'est la présentation qui se montre. Ouais. OK. On voit, oui. OK. Donc, so, it's going to make it a very short, and this is it's not so much of a tool that we develop here. It's just a very specific use to solve a very specific problem, which I thought it could be neat to share with this group. And in this case, the problem that came to us was from the purchase and cataloging collection services that before originally, like what we had is we had on our website just a regular web form that faculty and well, any member of the community were able to just suggest a purchase. You know, you want to buy this book or a video or any other sort of resources, and then what happened is that created quite a bit of overhead for the collection staff, because they need to like make sure that we don't actually already have that that resource. We sometimes it just didn't find it on Sophia, and so I thought there was like an opportunity there to use to make use of the Discovery API from the WMS. So what we did, we put an intermediate step in the web form. So basically, I'm going to share in a few minutes. The web form, once you submit it, it does a search on WMS, and shows you the result of that search based on the criteria that were put into the form, and the user has to like then select that he or she understands that the resource they want is not on part of our collection. So we have like a confirmation step at the end before like going through this process. And the way we did this is we used one of the things that I found interesting also is that we developed a wrapper on PHP to handle all this, and I found it like super useful, honestly, to do not just for this form, for other applications as well, is to have these very, very high level microservices that then deploying, like then the development of the front end parts becomes really, really easy. And also help us avoid course violation and a bunch of security, and also for security reasons, because you don't want to expose your keys or your APIs through JavaScript directly on the website and that sort of stuff. And also just
flat out you get into violations with well, cross domain and that sort of thing. So these help us. These serve like two purposes. This wrapper help on one side help us like deal with the security aspect of it, and also allow us to have like these very, very high level calls, like as you can see here, like search video or search, search just the print books or things like that. And so we have this sort of like suite of microservices to deal with it. And that's kind of like the middle step here. And then the results are shown to the user. And well, once if he or she decided to like move forward with it, it will send a mail, create and log the request. So I made a little video of this. I can do it live also. Maybe I just do it live. So like to follow the trend, like everyone is doing their stuff live. I don't want to be the only one not doing it. So this is not it. This is it. Okay. So this is the first part, and depending like you have, because we do a specific search for videos and books. Let's say we want to suggest the purchase of a book, and this connects with the Active Directory. And the nice part is like you already like pre-fill like some of the fields that were there. Like let me just quickly just library and stuff, and just look for how to library this that sticks. Hope I, of course, misspelled it. Author is a fix. So let's say, and I want to buy. I want to buy this book. So when I send a request, now this is doing the middle step. So and now you see like so it tells you to review the titles before submitting the request, and it says, like, oh look, no, this is the book I want, and then you can go and check it out. Okay, this is the book I was looking for, and then you save the time of doing it, and then if not, you have to like click here and say like yes, it's not here, it's not on this list, and then that will create the request. And so far it's been working like really, really well. Like it really reduces dramatically the amount of like those requests, like trying to buy things you already own. So yeah, like I said, like it's gonna be like I said, it was a very short and specific use case of an integration, and yeah, so that's it. Merci, Francisco. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? On vous dit bravo. OK, excellent. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, commentaires pour le moment. Merci, Francisco. On va passer à une autre présentation de Larry Deck de l'Université Concordia. Et cette fois-ci, c'est sur les services web pour rechercher des fonds locaux par ISBN. Merci, Tristan. Cette fois-ci, il s'agit d'un cas un peu comme a décrit Laurence avec l'application Google Sheets. On a une liste d'ISBN. On veut savoir est-ce qu'on a déjà ces titres dans notre catalogue. Et à l'époque, j'ai regardé la solution Google Sheets de Soronovsky, mais dans ce temps-là, il y avait des problèmes pour moi de sécurité parce qu'il insistait sur pas seulement le WSKey, mais le secret, le mot de passe de WSKey qu'on ne veut pas partager avec le monde. Et donc, j'ai rejeté cette solution. Maintenant, c'est peut-être amélioré d'après ce que je vois. Mais donc, j'ai cherché une autre façon de vérifier les ISBN.
pour nos commis. Et ce que j'ai trouvé, c'est avec l'API Discovery qu'on peut faire une recherche avec ESPN pour récupérer des données bibliographiques à part d'une ISBN. Et alors, l'idée, c'est que j'ai encore un petit microservice. On peut regarder dans le browser comment ça marche. ISBN Lookup. C'est sur le même serveur, le WMS. Là, le path, c'est ESPN et on donne un ESPN et il va répondre avec des données JSON sur ce titre-là. Et donc, on peut, dans un sheet Excel, on peut fabriquer le même URL et par la suite, utiliser la fonction web service dans Excel pour interroger le même microservice. Et comme ça, on aura les réponses. Est-ce que c'est déjà dans nos collections? Oui ou non? Des fois, ça prend du temps. Des fois, c'est il faut le faire petit par petit parce que oui, ouais, il y a un problème de timeout déjà. Ouais, ça marche mieux que ça, mais qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est ça. Ah. Oh, ils sont tous identiques. Désolé. OK. Oublie ça. Tu vois en gros comment ça marche. Tu as un ESPN, tu fabriques le URL pour le web service avec cet ESPN-là. Tu utilises la fonction web service pour interroger directement le web service et qu'il réponde avec le JSON comme ça. Et maintenant, dans Excel, c'est facile de ventiler cette réponse JSON dans des colonnes séparées. Alors, en consultation avec les commis de collection ici, on a décidé de le faire comme ça. Et c'est vraiment pour la même problématique qu'a parlé Francisco, à savoir, on a une ESPN cette fois-ci suggérée par un bibliothécaire et on veut s'assurer qu'on n'a pas déjà ce titre dans la collection avant de racheter et ça marche à peu près comme ça, mais je pense que maintenant le truc pour Google Sheets marche mieux. Je vais utiliser ça en futur. C'est ça. Merci, Larry. Oui, c'est fabriqué en Node. Même style que celui pour Aries. Patrick? Oui, Patrick, oui. une question. C'est l'API Discovery derrière? C'est ça, ou... oui. OK. Mais avec le Matchmark, c'était Metadata, je pense. Ah oui? OK. Je crois. Laurent? Que j'ai menti tantôt. J'ai regardé après, puis c'est le search. Search. Ouais. Ah, oh. Donc là, je ne sais pas si c'est là. Ils vont mettre à jour pour la version OK. 2. Donc, on peut arriver au même besoin avec l'API Discovery ou Search, j'imagine?
Oui, il y a plusieurs façons de le faire maintenant. OK. Au début, pour une code barre, il fallait utiliser soit métadonnées, soit collection management, ce qui est pas idéal parce que ces deux peuvent faire une mise à jour dans une notice. Donc, je préfère utiliser Discovery maintenant lorsque c'est possible parce que c'est lecture seule. Merci. Autre intervention? Merci. OK, bien merci Larry. On va essayer de... Christian, on va essayer de reprendre la présentation. Je ne sais pas si tu as réussi à te reconnecter. Oui, je vais essayer de reprendre. OK. Ah, on voit quelque chose apparaître. Oui, ça marche. On est retourné à nos services web et cette fois-ci, c'était, je vous rappelle, la question de la disponibilité des tablettes et ordinateurs portables. On utilise, je disais, le service de WMS Availability API. J'en étais rendu à vous montrer un peu de quoi il en retournait dans le code source, mais on va laisser tomber. Je vais passer directement aux applications de ça sur notre site web. On a des pages de bibliothèque sur lesquelles on affiche des widgets de disponibilité des tablettes et des portables. Si on veut voir un peu derrière les requêtes qui se passent, ça se fait côté client dans nos pages. Alors, on a déjà des retours de réponse. Les 3 statuts de circulation qu'on a là correspondent aux 3 widgets en question. Les URL interrogées sont https api.bib.montréal.ca. Si je vais aller interroger ça dans Postman, alors, vous voyez que ça retourne encore là un document JSON avec les détails sur la disponibilité de l'exemplaire dont le numéro CLC est ici dans l'URL. Cet exemplaire-là, c'était un portable, je pense, est à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines, anciennement désigné sciences sociales. On a gardé le code. Peut-être un point qui pourrait vous intéresser, c'est comment ça a été intégré. En fait, je trouve une belle valeur ajoutée de notre service web, c'est comment ça a été intégré sur notre site web. Notre site web est bâti sur Typo 3. Et si vous n'avez jamais vu Typo 3, ben, le back-office pour les édimestres, ça ressemble à ça. On était sur la page des lettres et sciences humaines, donc dans la section « Travailler la bibliothèque ». Si je me rends dans la section « Travailler », ici, les bibliothèques, lettres et sciences humaines,
demandez peut-être où est-ce que je veux aller avec tout ça, mais ça va devenir un peu plus clair bientôt. On a des blocs de contenu présents dans nos pages. Et ici, je me rends à notre bloc de contenu qui est les prêts de tablette. Donc, c'est nos 3 widgets qui sont ici. Ce que je trouve intéressant pour nos auteurs, c'est que s'ils veulent maintenant rajouter du contenu sur notre site qui permet d'afficher un widget comme ça, qui lui interroge notre service web derrière. Évidemment, ce n'est pas des codeurs, nos édimestres, comme tous les édimestres. Donc, il faut leur rendre la vie facile. Et ce qu'on a fait avec l'aide des TI de l'Université de Montréal, c'est qu'on a développé des extensions dans Typo 3 qui permettent facilement d'insérer ce qu'on appelle un type de contenu de type disponibilité de lecteur numérique des bibliothèques U2N. Et il leur suffit à ce moment-là, dans l'interface de Typo 3, d'inscrire, c'était Aleph anciennement, mais c'est le numéro au CLC de la notice en question, d'indiquer en fait le type de widget qu'ils veulent avoir, c'est tablette, ordinateur ou portable. Et ça, le Typo 3 emballe tout ce qu'il faut de HTML, CSS et JavaScript dans la page de façon à générer ce widget-là ici. Donc, je trouve que ça boucle bien la boucle pour ce qui est de l'utilisation des services web en end-user. Ça permet de faire apparaître facilement des widgets. En terminant, vous avez plusieurs collègues ont montré des dépôts sur GitHub. On en a un également pour votre information. Dépôt sur GitHub qu'on a appelé Baby2M, sur lequel on dépose à peu près tout ce qui est source de nos projets. Il y en a du public, il y en a du privé, mais on essaie de rendre public autant que possible nos sources. Et on a différentes API qui sont là tout en ordre. Donc, si vous voulez les consulter, les interroger, les cloner, vous inspirer de ça, bien, ils sont disponibles. Et ceux qui ne sont pas là, qui sont sur notre vieux serveur Subversion, vont l'être éventuellement disponibles. Donc, ça fait le tour. Merci, Christian. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur ce que Christian vient de présenter? Pas de commentaires. Merci, Christian, pour cette présentation. Là, j'ai compris qu'il y a eu une petite erreur d'aiguillage pour la présentation suivante. Donc, elle ne sera pas donnée. On passe plutôt vers la présentation de Michel Héon, et non pas Héron, comme c'est marqué là, dans la présentation. Donc, Michel Héon, qui est à l'UQAM et qui va nous présenter quelque chose un peu à côté de ce qu'on est habitué de voir aux bibliothèques, mais ça concerne quand même les API. On parle ici de Vivo. Je ne sais pas si vous en avez entendu un peu parler, mais Michel va nous présenter qu'est-ce que c'est Vivo et aussi Vivo Proxy et UQAM Data Source Proxy. Donc, Michel, à toi. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt de découvrir, moi je suis plutôt informaticien, de découvrir l'univers des bibliothèques, c'est toujours quelque chose d'intéressant et de fascinant. Effectivement, ma présentation va différer un petit peu de ce qui a été présenté aujourd'hui. En fait, je vais vous présenter le côté informaticien des API, c'est-à-dire comment on les construit, ces fameuses API, et quels sont les outils qui sont disponibles aussi pour vous aider à construire des API, l'utilité de ça. Et effectivement, comme Tristan le disait, Vivo va être un peu un objet pédagogique là, à travers lequel on va parler de ces API-là. Donc, je vais faire le partage d'écran. Donc, j'espère pas trop vous ennuyer.
Et surtout, ça se peut que pour certains, ça soit très ésotérique parce que c'est un petit peu technique. Prenez ce que vous pouvez prendre et allez-y. Hein? On est là pour ça, Michel. Super. Bon, ben, tenez-vous bien après les oreilles à papa. OK, on y va. OK, c'est apparu. Okay. Bon, super. Donc, on démarre. Donc, Vivo Proxy, Viva Data Source Proxy, des patrons d'interopérabilité de données pour le projet Vivo à l'UQAM. Donc, moi, je suis conseiller en architecture d'entreprise à l'UQAM et responsable, en fait, de la mise en œuvre de Vivo à l'intérieur de l'UQAM. Donc, avant de rentrer dans Vivo, le titre a quand même deux objets là, où on parle de proxy. En fait, le proxy, c'est un patron de conception qui est utilisé en développement de logiciels. Et l'idée du proxy, en fait, c'est une idée de procuration, c'est-à-dire un peu comme, par exemple, dans le dessin qu'on voit en bas, hein, la carte de crédit, ce n'est pas de l'argent, mais ça joue le même rôle que l'argent. Mais ça fait un peu plus que l'argent parce qu'on est capable d'avoir un médiateur qui consent à la livraison de l'argent. On peut mettre de la sécurité, on peut mettre un paquet de choses alentour de la carte de crédit qui bonifient en fait le fait d'utiliser de l'argent compté. On peut de l'argent comptant, on peut aussi faire de la traçabilité, et ainsi de suite. Donc, le proxy, c'est cette idée-là en patron, en design pattern, de dire on n'adresse pas directement l'objet duquel on veut le service, mais on met une façade devant, on met quelque chose devant avec des fonctionnalités, soit pour simplifier l'accès à cet objet-là, soit pour en complémenter, si on veut, les usages de l'objet. Donc, vous comprendrez que Vivo Proxy, Data Source Proxy, se veut en fait des objets qui se mettent en façade de systèmes pour justement simplifier l'usage de ces systèmes-là. Et comme vous maîtrisez très bien les API, finalement, c'est la construction d'API qui permettent de faciliter ça. Maintenant, Vivo. Vivo à l'UQAM, c'est un grand projet. Ça fait déjà quelques années qu'on travaille là-dessus. Et c'est un projet, en fait, que je vais vous présenter un petit peu. Je vais aller sur la bonne machine. Donc, en fait, Vivo, ici, on est dans une version en développement, démo, dans lequel il y a des vraies données. En fait, hein, on a mis les 1130 professeurs directement dans cette instance-là de Vivo, qui est un Vivo qui est en développement. Donc, en fait, tout le cosmétique, là, tout ça, c'est tout en travail en ce moment. Le processus de mise de données là-dedans aussi est en travail. Et Vivo, en fait, c'est une application qui sert à diffuser les métadonnées de recherche. En fait, tout ce qui tourne alentour de ce qu'un professeur fait, articles, cours, événements, compétences, expertise, tout ça est centralisé dans cette application-là. En fait, Vivo, c'est une catégorie de logiciels qui s'appelle des CRIS, et Computer Research Information Systems, c'est-à-dire où on centralise les métadonnées associées à un professeur, les articles scientifiques. Donc, vous avez vu là, tantôt dans vos démonstrations, hein, extraire des articles scientifiques pour les bonifier, c'est assez complexe parce qu'il y a beaucoup de détails. Donc, Vivo sert justement à amalgamer tout ça. Donc, la version par défaut de Vivo, ça vient avec un onglet où est-ce qu'on présente les personnes qui sont impliquées. Ici, c'est juste les professeurs, mais on peut avoir toutes les catégories de chercheurs qui sont dans une organisation. Tout ce qui se passe dans une organisation, donc toutes les unités de travail, toutes les unités de recherche, tous les départements, tout ça peuvent être listés là-dedans. La recherche, ici, dans notre cas, nous, à l'UQAM, on est surtout centré sur les expertises, mais on peut mettre tout ce qui est par rapport à la recherche, là, événements, recherche, articles scientifiques, tout ça, les événements plus spécifiquement, et la fameuse carte des expertises, c'est-à-dire si on tape, par exemple, modélisation ou n'importe quoi, là, proche, bon, modélisation stochastique, ben, on peut sortir en fait un ensemble de graphes, un ensemble de liens qui peut lier les professeurs et les expertises. Donc, ça, c'est le but de Vivo. Donc, je reviens ici. Donc, ça, c'est une présentation très, très rapide de Vivo. Maintenant, en fait, comme vous avez vu, il y a beaucoup de données dans Vivo et ça, c'est une version très allégée là, de Vivo. Là. Donc, en fait, ce qu'on va essayer de faire à l'UQAM, c'est de
connecter les différentes sources de données. Hein? Ici, j'en ai mis quelques-unes, là, directement au niveau du CAM. Il y a des données qui proviennent des sources de données à l'intérieur du CAM. Il y a des données qui proviennent du web. Il y a des données qui proviennent de bases de données des bibliothèques. En fait, tout ce qui est une donnée qui concerne un professeur nous intéresse pour le mettre dans Vivo. Il faut comprendre hein, que remplir un formulaire au complet de Vivo, là, un professeur peut passer là, d'une journée à 2 journées, là, tout mettre les données à la main, multiplier ça par 1300 professeurs, ça peut vous donner combien ça coûte à une institution d'aller mettre les données dans Vivo. Donc, c'est pour ça qu'on veut se connecter à des sources de données pour aller chercher ces données-là et c'est notre problématique. Maintenant, ça induit certaines questions, par exemple, pour celui qui est design ou en fait l'architecte de données, c'est comment puis-je assurer l'intégrité et la sécurité des sources de données, comment permettre à Vivo d'être une source de données pour d'autres bases de données. Hein? C'est sûr qu'avec toutes ces données-là, on voudrait bien que ça devienne un outil pour d'autres systèmes à l'intérieur de l'institution. Existe-t-il une solution qui soit extensible, évolutive, modulaire et réutilisable? Comment traduire les données d'une base de données relationnelle à une base en graphe? Bon, Vivo, c'est une application particulière. C'est une application qu'on appelle Web Sémantique. Donc, en fait, c'est toutes des triplets RDF, là, Resource Description Framework, qui sont là-dedans. Donc, ce n'est pas une base de données relationnelle style MySQL. Là. On est dans complètement autre chose. Ensuite, là, oh, j'ai plus mon OK. Puis-je synchroniser en temps réel les données de Vivo avec les autres sources de données? Puis-je mettre en œuvre une solution sans devoir déstructurer ce qui existe déjà? Hein? Évidemment, là, on ne veut pas retourner là, au système d'information puis dire, votre base de données, il faudrait la changer de format pour la mettre dans Vivo. On ne veut pas faire ça. Là. Donc, il faut utiliser les données telles qu'elles sont. Donc, ça, c'est tous les genres de questions que l'architecte doit se poser. Maintenant, évidemment, il y a plusieurs perspectives architecturales là, qui peuvent nous permettre de résoudre cette problématique-là. La plus intuitive, hein, c'est on met Vivo au milieu, puis là, on connecte avec les différentes sources de données. Bon, c'est une vision qui, à première abord, semble plus simple, mais à terme, elle est beaucoup plus compliquée parce que les interactions, on est obligé de faire un module pour Vivo pour chacune des sources de données, et ces modules-là ne sont pas réutilisables parce qu'ils desservent Vivo, en fait, mais ils ne desservent pas d'autres sources de données. L'idée, dans une architecture institutionnelle d'entreprise, c'est de travailler sur la réutilisabilité et le fait de pouvoir, ce qu'on développe, de l'utiliser pour d'autres systèmes. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'il faut considérer Vivo comme étant, en fait, une base de données parmi d'autres systèmes d'information qui devient périphérique aux autres systèmes d'information et de mettre au centre le Data Connect, c'est-à-dire un autre outil qui, lui, va permettre les communications entre les différentes sources de données et de ce fait, Vivo deviendra aussi un partenaire de données pour les autres sources de données à l'intérieur de l'institution. Donc, si on veut introduire une nouvelle source de données, on a juste à la mettre dans l'espèce de pizza qui est là, puis de le connecter au Data Connect. On s'entend aussi que les sources de données peuvent être des sources de données externes. Hein? Donc, Orchid, ResearchGate, le CV canadien peuvent devenir aussi des cibles d'une donnée qu'on a rentrée à partir de Vivo avec ce type d'architecture-là. Donc, les exigences informationnelles de Data Connect. Donc, on doit ça, évidemment, rendre ça interopérable. Sur les protocoles de communication, OK, par exemple, le HTTP, il y a LDAP, il y en a d'autres. Sur les structures de données, donc nécessairement, ça nécessite une création de vocabulaire. Pour que tout ça se parle, ça doit parler le même langage. Et sur les formats d'échange de données, par exemple, le JSON. On doit aussi travailler sur la sécurité, sécuriser les communications. Et en fait, la solution qu'on envisage pour le Data Connect, c'est de travailler en fait sur le réseau web, donc d'utiliser le web comme module de communication, le port 80, le port 443, un paquet d'avantages au niveau des infrastructures, de travailler sur le port 80, 443, là, c'est énorme en termes de déploiement puis de sauve de temps. Et évidemment, de faire d'authentification par jeton, chose que vous avez l'air à bien connaître. Et finalement, fournir des API qu'on peut appeler à partir justement du protocole HTTP. Donc, en fait, la solution architecturale, la première itération de la solution architecturale, elle est fondée sur un autre modèle qui est utilisé en gestion de données ou en traitement de données en informatique, qui est le modèle Extract, Transform and Load. Donc, en fait, l'idée, en arrière de tout ça, c'est de prendre les données tout en restant dans la vision
pizzaen, si je peux dire, c'est de prendre les données des sources de données puis de les mettre à l'intérieur de Vivo. Donc, le flux de gauche à droite. La problématique, c'est qu'on part à gauche d'un paquet de protocoles dans LDAP, WSDL, le REST, HTML, des AWS3, des SOAP, des fichiers CSV, toutes sortes de patentes, plusieurs formats de données aussi, donc des protocoles différents, des formats de données XML, JSON, JSON-LD, HTML, tout ça. Et on veut envoyer ça complètement à droite dans un protocole unifié qui est du HTTPS ou du HTTP Sparkle qui est propre au web sémantique pour faire des requêtes dans un format de données de type Sparkle ou de type N3, Turtle, etc. Ça, c'est le format de données que Vivo accepte. Donc, en fait, le module d'extraction Extract, Transform and Load, c'est qu'on segmente en fait les trois processus. On extrait, il y a une étape d'extraction, il y a une étape pour transformer les données, puis une autre étape pour les charger à l'intérieur de Vivo. Donc, là, c'est là que commencent à rentrer nos proxys. Donc, on met une première façade, en fait, à ce gros paquet de données-là complètement à gauche, qui est le data source proxy, et qui, lui, en fait, on communique avec ce data source-là via du HTTPS et du JSON. Le moteur de transformation, lui, il travaille dans l'univers REST et JSON et en fait, son principal rôle à lui, c'est de travailler au niveau des vocabulaires, c'est-à-dire de passer d'un vocabulaire d'une base de données relationnelle au vocabulaire de Vivo. Et finalement, on a le Vivo Proxy qui, lui, est une façade à Vivo avec laquelle on va communiquer toujours avec REST et JSON, mais duquel on va être capable de faire la correspondance entre le REST et le JSON pour le transformer en RDF, c'est-à-dire en format pour Vivo, et ensuite de ça, injecter la donnée dans Vivo. Donc, le module de transformation, en fait, il ne travaille que dans du REST et du JSON. Le reste, ce n'est pas un problème pour lui. C'est en arrière, c'est caché en arrière des deux proxys. Et ces deux proxys-là, en fait, sont développés à partir de deux technologies qui sont en fait le OpenAPI et Swagger. Donc, le OpenAPI, c'est une spécification normalisée et en fait qui a pour but justement de faire le design d'API afin que cette API-là soit utilisable de façon indépendante au langage de programmation qui va l'utiliser. Donc ici, là, c'est-à-dire l'idée, c'est d'avoir un API, puis peu importe qu'on appelle cette API-là avec du Perl, du Python, du Bash, peu importe le langage, l'API est fonctionnelle. OK? L'autre outil qui vient, si on veut, attacher à l'OpenAPI, c'est Swagger. Swagger, en fait, lui, il offre des outils logiciels qui nous permettent de travailler avec la spécification et la norme. Et le but de ces outils-là, c'est de tout rassembler en un seul endroit, c'est-à-dire éditer l'API, utiliser l'API, publier l'API et tout ça en documentant à l'intérieur même de l'API l'usage ou la fonctionnalité de qu'est-ce que l'API doit faire. OK? Donc, on va avoir un petit exemple dans pas grand temps. Vous allez voir, tout est comme intégré à l'intérieur de l'API. Ce qui en facilite énormément l'usage pour des gens qui arrivent dans l'API et qui veulent l'utiliser pour la première fois. On n'a pas à courir après de la doc à gauche, à droite. Donc, un autre concept qui est en arrière, un autre concept d'informatique qui est en arrière de l'utilisation de l'OpenAPI, c'est ce qu'on appelle le Model Driven Development, c'est-à-dire le développement conduit par les modèles, qui est une pratique courante en développement de logiciels, c'est-à-dire on fait un modèle et à partir de ce modèle-là, on passe un générateur dessus et on génère le code. Okay? Le code, peu importe le langage informatique. C'est très utilisé avec le UML, notamment. On fait des petites boîtes, des petites flèches, tout ça. On passe un générateur là-dessus, puis on génère du Java. Mais c'est cette idée-là qui est reprise avec le OpenAPI et Swagger. Donc, on fait un modèle et il y a trois outils qui viennent avec Swagger. Un éditeur de modèle, un Swagger UI, c'est-à-dire un ensemble d'outils qui nous permettent de publier notre API sur un serveur web et le CodeGen qui nous permet de générer du code à partir du modèle qu'on a designé. Donc, en fait, le processus de conception d'un API, ça commence d'abord par une équipe de conception qui décide, OK, nous, on veut un API, voici la signature de l'API, voici les paramètres qu'on veut y passer, voici ce qu'on veut que ça nous retourne. Et cette équipe-là de conception, qui n'est pas nécessairement des informaticiens, mais qui sont des professionnels, des spécialistes, travaille avec l'éditeur Swagger, génère le modèle de l'API. Ce modèle-là est en YAML ou en JSON, dépendamment là, avec lequel vous êtes le plus familier.
classiquement, c'est YAML, mais avec un convertisseur, on peut passer d'un à l'autre. Une fois qu'on a ce modèle-là, on utilise Swagger CodeGen. Et là, on va générer le code côté serveur. C'est-à-dire, le code côté serveur, c'est le code qui va être chargé à l'intérieur du serveur web. Ça peut être un Node.js, ça peut être un serveur Tomcat. OK, oups. Donc, en fait, là, c'est ce code-là qui va se connecter au serveur de données, qui peut être aussi alimenté par d'autres API. Il reste, hein, ce n'est pas grave. L'idée ici, c'est vraiment de normaliser l'appel aux différentes API. Et ce code-là, on va le publier avec l'aide du Swagger UI, qui, lui, en fait, va nous présenter une interface standardisée d'appel à l'API. Le Swagger CodeGen va aussi nous permettre de publier les squelettes, le SDK du code côté client, qui va nous servir à construire des applications clientes dans le langage que vous voulez, Python, Perl, Bash, ainsi de suite, qui, lui, va interroger le Swagger API pour aller chercher l'information qui va se connecter au serveur de données, ainsi de suite. On est rendu à combien de temps, là, Tristan? On avait un petit peu plus de place encore, donc OK. t'as encore un 15 minutes. Là, Ah oui, OK, OK, ça marche. T'es pas obligé de tout le prendre, là, mais... Non. Mais ça va bien, là. OK, merci. Donc, voici, par exemple, ici un exemple de l'éditeur Swagger. Très facile hein, à appeler cet éditeur-là si vous allez sur Google, notre ami Google. Donc, vous tapez Swagger Editor. Vous tombez directement sur l'éditeur Swagger. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Et là, ici, c'est Vivo Proxy, mais si, par exemple, vous faites le Pet Store, qui est la version par défaut, donc là, vous voyez directement... Ah non, c'est mon ancien qui est apparu. OK, bon, c'est pas grave. Donc, si vous le faites sur votre station, ce n'est pas Vivo Proxy qui va apparaître, ça va être Pet Store. Attendez, je vais juste essayer de retrouver mon affaire, là. OK. Donc, à gauche, vous avez l'éditeur de code. À droite, vous voyez la façon dont ça va être représenté dans le Swagger UI. OK? Donc, tous les lignes que vous tapez ici vont être représentées sur ce côté-là. Et en fait, il y a même moyen de programmer ce qu'on appelle un MOOC, c'est-à-dire une espèce de serveur bidon en arrière pour juste valider comment l'API fonctionne. OK? Et là, vous voyez qu'en fait, là, il y a un paquet de documentation qui apparaît dans l'API. Ça, c'est directement disponible. Là, vous allez le voir tantôt dans le Swagger UI, là, cette documentation-là sur comment utiliser l'API. OK? Donc, le deuxième outil, le CodeGen. Donc là, vous voyez ici toutes les structures de langage qui sont supportées par le générateur de code côté client et le code côté serveur. Donc, la façon simple d'utiliser ça, c'est qu'à l'intérieur de l'éditeur, si je viens ici, je fais Generate Server et que je veux avoir du code, je ne sais pas moi, par exemple, Node.js, ben, je choisis clic Node.js et en fait, le générateur va me générer le code Node.js permettant de publier cette API-là. Maintenant, ce que l'API fait derrière, vous devez le coder, là, vous connectez au serveur de source qui va chercher les données, vous devez le faire vous-même, mais au moins, vous avez la structure pour le faire. Même chose côté client, je peux décider de générer, je ne sais pas moi, le code en Scala, et là, il va me générer le SDK en Scala pour être en mesure d'exploiter cette API-là. Donc, à partir d'un design d'API, on peut exploiter cette API-là avec n'importe quel langage qui vous est familier, du Java, JavaScript, ainsi de suite. Donc, on n'est plus, si vous voulez, on devient comme détaché de plus en plus des organisations du fait de « Ah, on fait du Java, on fait du Java ». Non, on travaille dans les langages qui conviennent aux gens qui font le travail. Okay? Et c'est ce que Swagger permet de faire. Maintenant, exemple de fonctionnement. Donc là, ici, je vais vous démontrer à main ce que, en fait, le module qui est ici, attendez,
Ici, là, ce module-là, là, le moteur de transformation, moi, je vais le faire à la main en faisant des appels aux API à partir d'un appel sur Data Source Proxy et Vivo Proxy pour populer des données dans Vivo. OK? Donc, en fait, avant de commencer le processus, je vous montre ici un Vivo dans lequel il y a des données qui sont des données bidons là, qui viennent avec l'instance de Vivo par défaut. Donc, il y a des professeurs, il y a des événements, il y a 17e conférence, il y a des organisations, il y a des comités. Bon, il y a toutes sortes de données là-dedans. OK? Donc, nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un professeur dans ce Vivo-là, qui est en développement, à partir, d'en fait, de Vivo Proxy Data Source, de Data Source Proxy, qui, lui, est connecté au serveur OpenDG de l'UQAM. OpenDG, c'est notre serveur dans lequel tous les employés, c'est un serveur LDAP, dans lequel tous les employés sont connectés. OK? Donc, Vivo Proxy, puis là, celui que vous allez voir là, il est connecté à OpenDG, donc il va aller faire une véritable interrogation, mais vous ne verrez rien de ça. Donc, on a notre data source, puis je fais par exprès justement pour ne pas mettre OpenDG ici puis Vivo de l'autre côté parce qu'on n'a pas à s'en soucier. Nous, on fait juste travailler avec les deux API qui sont Data Source Proxy et Vivo Proxy. Donc, la première étape, en fait, du processus d'extraction des données, c'est qu'il faut aller les extraire, les fameuses données. OK? Donc, on va aller lire les données à partir de cette API-là, puis on va créer un modèle JSON de ce qu'est une personne si on veut, dans la partie de transformation de données. Donc, je m'en viens ici. Ici, j'ai l'API de Vivo Data Source. Ici, j'ai l'API de Vivo Proxy. Donc, dans Data Source, en fait, j'ai un espace. Je peux peut-être grossir un petit peu, ça va peut-être vous aider. OK. Donc, en fait, je peux faire une interrogation au système d'information de l'UQAM à partir de l'adresse email du professeur. OK? Donc, en fait, si je fais try out et que je tape une adresse email, dans mon modèle, j'en ai mis une par défaut. Donc, il en propose une par défaut. OK? Et que je fais execute, eh bien là, il est parti interroger la source de données, puis il est revenu avec une réponse. Donc, ici, en JSON, j'ai le résultat d'une réponse de ce professeur-là à l'intérieur de l'UQAM. En complément d'information, Vivo, pas Vivo, mais Swagger me donne une façon d'appeler cette API-là directement à partir d'une requête dans un serveur web. Donc, si je mets ça ici, clac, comme ça, il fait exactement la même requête, puis il me retourne les données qui viennent d'être sollicitées. Et il me donne la commande curl qui permet aussi de faire cette requête-là. OK? Donc, si je la copie puis que je l'utilise dans un éditeur de commande, il exécute la commande puis il me retourne la réponse. Donc là, en une commande, je viens d'aller interroger un système qui est assez compliqué parce qu'aller interroger un serveur LDAP, c'est du sport. Donc là, on n'a pas besoin de se compliquer la tête. Donc là, j'ai mon document JSON ici qui a été généré par la requête. Donc là, je le copie en mémoire. L'étape d'après, là, je veux aller injecter ça dans le Vivo. Pour l'injecter dans le Vivo, je dois le traduire en RDF. Donc, et d'une part, je dois passer du JSON à RDF, RDFS. Ensuite, je dois passer d'un vocabulaire de c'est quoi une personne à l'intérieur de cet écosystème-là à c'est quoi une personne dans Vivo. Parce que Vivo a son propre vocabulaire pour classer c'est quoi une personne. OK? Donc, pour ça, je vais appeler l'API Vivo Proxy, puis je vais lui dire « Traduis-moi une personne en RDF ». Donc, je m'en vais vers Vivo Proxy. Et j'ai ici une petite API qui est « Create with email as key ». OK? Et je vais lui demander qu'il me retourne. Donc, ça, c'est tous les formats, en fait, web sémantique qui peut me retourner. Moi, je veux qu'il me retourne ça en n-triples. Je vais grossir un petit peu. Je pense que ça va aider.
Voilà. Donc, je veux qu'il me retourne ça en triplet. Donc, dans ma fenêtre ici, je vais, en plus, dans le modèle, j'ai mis un exemple, mais ce n'est pas cet exemple-là que je veux qu'il traduise. Moi, je veux qu'il traduise la requête que je viens d'aller chercher. OK? Donc, ça, c'est le résultat de la requête d'avant. Et là, je fais exécute. Et là, lui me retourne la réponse, la traduction en triplet RDF de ce qu'est une personne en RDF dans le vocabulaire de Vivo. OK? L'étape d'après. Bien là, l'étape d'après, je veux l'injecter dans Vivo. Donc là, je vais retourner dans Vivo Proxy, je vais prendre le résultat que je viens de l'obtenir et je vais l'envoyer dans l'API pour que Vivo Proxy l'envoie dans Vivo. Donc, je copie ça, je m'en viens un petit peu plus bas. Et là, je fais Update Triples, je fais Try Out, et là, je mets la valeur que j'avais avant, je la copie là. OK? Le paquet de triplets. Donc là, je fais Execute. Donc là, on voit que Vivo, en réponse, il m'a envoyé ça. Puis là, il me retourne une réponse et il me dit « OK, c'est beau, ça a été envoyé ». Maintenant, ça ne suffit pas complètement parce que Vivo, c'est un peu compliqué comme architecture. Il faut que je demande à Vivo de faire la réindexation des données. Bon, je ne vous explique pas c'est quoi la mécanique qui est en arrière de ça. C'est une étape obligatoire, il faut la faire. Comme il faut la faire et qu'elle est obligatoire, ben, il y a un API qui fait ça, qui en fait réindexe Vivo. OK? Où je fais try out et je fais execute. Donc là, il a envoyé une commande de réindexation que j'aurais pu aussi, hein, il me donne la recette pour l'envoyer en curl. Hein. Et là, moi, je suis à la base là, de faire un script là, où est-ce que tu empiles les 4 commandes curl une par derrière l'autre, puis on vient de faire un outil d'injection de données directement dans Vivo. Hein. Donc là, si je m'en viens ici, là, ça prend quand même toujours un petit peu de temps là, avant que Vivo réagisse. Voilà, donc là, est-ce que ma Andrew Bogart, il ne l'a pas encore mis à jour. Des fois, ça prend un petit peu de temps. Ah, 8, OK. Donc là, ils viennent d'apparaître. Voilà, mon professeur vient de rentrer. Donc là, je viens de mettre un professeur dans Vivo. Et vous savez, cette étape-là, chez les gens qui utilisent Vivo, c'est la croix et la bannière, c'est l'enfer parce que de comprendre c'est quoi un professeur dans Vivo, dans le vocabulaire de Vivo, là, ça prend une spécialisation assez poussée en web sémantique. Ici, une personne qui ne connaît pas du tout le web sémantique est capable d'ajouter un professeur dans Vivo. OK? Donc, en conclusion, donc, l'utilisation d'OpenAPI de Swagger dans le projet Vivo UQAM, ça procure plusieurs avantages. Ça simplifie et uniformise l'accès aux données de l'UQAM et du web. Ça normalise l'accès à l'ingestion des données dans Vivo selon les standards classiques de développement web, hein, des API REST puis du JSON. Ça s'inscrit dans une perspective développement agile, Scrum, DevOps. En effet, là, c'est facile, comme là, vous avez vu tantôt quand j'ai extrait les données de data source, ce n'était pas complet par rapport à un professeur. J'avais le squelette, mais il y avait des informations qui n'étaient pas encore là. C'est juste parce que ce n'est pas encore développé. On a juste à faire une nouvelle itération, redéployer ce code source-là, puis hop, l'API vient de monter. Et ça ne change rien au processus. Le processus reste le même, lui. C'est juste qu'il y a plus de données dedans. Ça facilite la maintenance pour les équipes d'infrastructure informatique. Ça, les institutions aiment bien ça quand ça facilite la maintenance pour les infrastructures, favorise la réutilisabilité et l'interopérabilité des données et de leur accès, mais il y a un coût, comme tout. Hein, ça demande une familiarisation et à l'intégration de nouvelles technologies. Il faut apprendre à utiliser Swagger, il faut apprendre l'OpenAPI. Mais ça se fait. Ça nécessite un temps non négligeable à sa compréhension et à son installation. Puis ça implique une certaine révision, normalisation, standardisation du cycle, méthode et outils de développement de logiciels. Donc, c'est sûr qu'on ne part pas dans son petit coin et on fait son petit bédule. Là. Il y a une étape de concertation quand on fait le design de l'API puis dans la façon dont on va le déployer qui est nécessaire pour que ce soit utile. Mais une fois que c'est là, par exemple, ben là, tout un chacun peut y aller puis brasser les données comme bon lui semble. Donc, voilà. Est-ce
que vous avez des questions? Merci, Michel, pour cette présentation qui nous sort un peu de nos pratiques courantes là, en bibliothèque. Je pense que c'est très intéressant là, ce que tu nous as présenté par rapport à Swagger puis OpenAPI, c'est ça exactement. Peut-être ça pourrait nous inspirer pour autre chose. Peut-être même Patrick est inspiré. Peut-être qu'il y a une question là-dessus. Oui. Ben, merci, Michel. Puis je suis très content. Ça fait plaisir. Très content que tu parles de Swagger et OpenAPI. Puis d'autant plus que, je ne sais pas si tu es au courant, mais notre fournisseur au CLC, là, dans leur catalogue des API, puis où ce qu'il y a la documentation, puis on peut les tester, utilise justement Swagger et OpenAPI. Je mets dans le lien pour ta curiosité, le lien vers leur inventaire des API. Puis comme tu peux voir, c'est pareil. Là, moi, je ne connaissais pas Swagger, mais finalement, je le connaissais. Je ne savais même pas que c'était Swagger qui était derrière ça. Mais c'est fantastique. Oui, c'est fantastique et c'est un cycle de développement qui est extrêmement rapide, qui documente au fur et à mesure les API directement sur la page web. Je viens d'ouvrir le lien. Effectivement, c'est un lien qui est extrêmement... Et c'est fait effectivement avec OpenAPI et Swagger, ça paraît. Et c'est une norme là, qui devient de plus en plus acceptée. Là. Donc, on n'est pas dans du exploratoire ou dans du quoi que ce soit là-dedans. Là. On est dans l'alignement de où c'est qu'on s'en va. Et c'est évident que les bibliothèques, c'est une application directe là, d'une plus-value d'utiliser l'OpenAPI. Ça, c'est évident. D'ailleurs, c'est très inspirant ce que tu m'as envoyé, là, parce qu'effectivement, c'est une pile d'OpenAPI qui sont empilés les uns par-dessus les autres et qu'on peut faire parler les uns avec les autres. Il y a un aspect que j'ai sauté un petit peu, c'est que il y a deux affaires que j'ai sautées. Peut-être prendre un petit 2 minutes si j'ai encore un petit 2 minutes. Oui, c'est bon. OK. Que je vais vous donner un truc, tiens. On aime ça des trucs. Ouais, ben là, vous allez voir, là, vous en avez un bon. Donc, tu vois, là, je suis sur ton site d'OCLC, OK? Que tu m'as envoyé le lien. Si tu cliques ici, juste là, tac. OK. Ah bon, là, ça m'a envoyé. Bon, puis ça m'a caché ça. Attendez, je vais changer de chemin. Non, je vais changer de. Attends un petit peu. Je vais changer de fenêtre, là. On va m'en aller plutôt ici, là. Voilà. Donc, si vous cliquez juste sur le lien qui est là, ici, là. OK. Juste là où c'est écrit YAML, là. En fait, là, ça, c'est le. C'est qu'il est, ce fichier-là, comment il s'appelle? OpenAPI Vic. Il est déjà sélectionné. Il est déjà sélectionné ici? Non? Non, il est à... Ah oui, OK. Donc, si je clique là-dessus, voilà le modèle. OK? Donc, ça, c'est le modèle qui a généré cette interface-là. Donc, si vous passez ce modèle-là dans un générateur de code source, vous êtes capable de générer le SDK client qui va exploiter ce modèle-là dans votre langage de prédilection. Donc, en cliquant sur le lien qui est là, où il y a YAML, vous importez le modèle, vous le passez à travers d'un générateur. Vous pouvez même, à la limite, là, si je m'en viens ici, si je fais CTRL-A, CTRL-C, que je m'envoie dans Swagger Editor, vous tapez Swagger Editor sur Google, CTRL-A, CTRL-V, voilà. Vous avez exactement l'API que je viens de télécharger. Vous allez ici, générer le client, PHP, bien, vous venez de générer le code PHP qui vous permet d'exploiter cette API-là. Aussi simple que ça. Et aussi, on peut importer le fichier YAML, le fichier OpenAPI dans Postman aussi. Ça va générer les collections puis toutes les requêtes possibles. Oui. Donc, c'est ça l'avantage de fonctionner par le MDD, l'approche Model Driven Development. C'est que le modèle, en fait, il permet de s'en aller dans toutes les directions qu'on veut aller pour générer du code qui nous permet d'exploiter l'API qui est présenté ici. Et l'autre aspect,
important de ça que j'ai passé vite, là, c'est les autorisations. Effectivement, il y a des API qui sont plus sensibles quand on veut injecter des données. Et bien ici, là, le module d'autorisation, il y a des modules d'autorisation extrêmement poussés, de la double authentification, les tokens ou juste par username, password, si vous voulez, qu'on peut implanter facilement et c'est directement built-in, en fait, dans OpenAPI, cette histoire-là. Donc, c'est facile de sécuriser un API que vous construisez. Bon, facile, enfin. Autant que la sécurité peut être facile, là. On se comprend. D'autres questions, commentaires, réactions? Tout semblait limpide. OK, bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, je vais aller à la période de conclusion et remerciements. Bien, merci pour votre attention. Merci, Tristan. Merci, Michel. D'abord, merci à tous les présentateurs et présentatrices qui ont bien voulu présenter leur sujet et leur projet, puis aussi de se prêter à la formule courte, 10 minutes environ. Donc, merci beaucoup de nous avoir montré concrètement ce que vous avez fait avec les API. J'aimerais aussi remercier le comité sur les technologies en bibliothèque désormais du PBUC. Et j'espère que vous avez apprécié cet atelier de cet après-midi sur les API. Il va y avoir un formulaire d'appréciation. J'espère que vous allez pouvoir le remplir et même nous suggérer des idées ou un thème pour peut-être un prochain atelier. C'est pas mal ça que je voulais vous dire. Donc, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille réagir là-dessus. Sinon, je vais vous souhaiter un grand merci d'avoir été présent et je vous souhaite bonne suite dans vos API et à bientôt.